Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Jérôme Simian, qui a été le préparateur physique de Kevin Mayer pendant ses plus belles années. C'est quelqu'un d'assez atypique, qui parle très peu, qui est vraiment passionné par l'entraînement. Et tu vas le voir dans cet épisode, on va aborder beaucoup de notions assez générales sur la symétrie, sur les fascias, sur la charge et le volume d'entraînement, sur le choix des exercices, etc. Mais c'est en abordant des sujets aussi généraux qu'on se rend compte de la profondeur des connaissances de Jérôme. C'est quelqu'un qui m'impressionne vraiment et que je suis extrêmement heureux d'avoir reçu dans l'émission. Avant de te laisser à l'épisode, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais te demander de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de commenter pour nous aider à remonter dans le référencement. Je te laisse avec La Rock et tu vas voir, ils sont absolument incroyables, au moins autant que Jérôme. Salut. Cette vidéo est parrainée par La Rock. Créée en 1989, La Rock est un fabricant de matériel de sport dédié à la préparation physique pour le haut niveau et le fitness. La Rock est une entreprise française. La fabrication est effectuée dans son usine située en Provence, au pied du Luberon. Toutes les étapes de production y sont intégrées, ce qui permet à La Rock d'aller très loin dans la personnalisation, tant au niveau des finitions que des fonctionnalités. Les ingénieurs de La Rock travaillent en collaboration avec des sportifs, préparateurs physiques et experts en biomécanique et réathlétisation. Le matériel La Rock est fréquemment choisi pour équiper des centres de haute performance en France ou à l'étranger. Le savoir-faire de La Rock s'étend également autour de la rééducation, avec sa société sœur, Genin TechMed, qui fabrique, elle, des équipements utilisés par les kinés, ostéopathes et centres de rééducation. Pour plus d'infos et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur larock.com. Jérôme Simian, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Je suis ravi de te recevoir. Merci. Ça fait un moment que je te suis de loin et j'avais envie de partager tes connaissances avec tous les autres entraîneurs qui nous suivent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Qui je suis ou qu'est-ce que je fais ? Les deux. Bon, on va commencer par ce que je fais. Donc, mon métier, c'est, on peut dire, la préparation physique en général, mais plutôt la performance sportive. Donc, je fais ça depuis maintenant 26 ans. Je suis plus tout jeune. Dans plus de sports que je ne me souviens à chaque fois que j'essaie de le dire. À chaque fois que j'essaie de les énumérer. En clair, on essaye d'améliorer les gens qui ont besoin d'être améliorés, on essaye de les aider, quoi. Ils viennent et si tout va bien, ils sont meilleurs après. Alors, ce que je me disais tout à l'heure, tu as toujours travaillé en privé. Oui. Pour quelle raison ? Ça s'est trouvé comme ça, peut-être parce que j'ai passé une partie de ma jeunesse en Amérique du Nord, donc je suis venu avec cette mentalité-là. La pratique était plus répandue à l'époque, là-bas. Maintenant, ça commence à se répandre ici un petit peu, mais c'est relativement nouveau. Je pense que c'est avec ça. Ça vient de là. Peut-être aussi petit caractère indépendant aussi. Le besoin de liberté. Possible. Comment ça se passe quand un athlète vient te voir ? Il sait qu'il a déjà une idée de performance ou de ce que tu peux lui amener ou pas du tout, il découvre les choses ? Ça dépend. Ouais, souvent, il y a un a priori, souvent. Ils viennent souvent avec un a priori. Alors, la niche, souvent, c'est que souvent, il faut être suffisamment désespéré pour venir voir. C'est le côté privé, en fait. Voilà, on sort souvent d'un circuit, soit fédéral, soit quelque chose, parce qu'on n'y trouve pas ce dont on a besoin. Ou encore beaucoup plus souvent, et c'est la grande majorité qui viennent à la suite de blessures longues ou de pertes de performance qui sont relativement longues. Et donc là, on essaie de trouver des alternatives. Donc, des fois, on arrive à me trouver. Donc ça, c'est souvent un peu l'a priori qu'ils ont. Mais sinon, le processus est le même. De toute façon, c'est l'évaluation. On détermine les points d'accroche, les facteurs limitants, et puis on travaille dessus, on réévalue, etc. etc. Ok. Dans ta pratique en tant que prépa physique, tu as été un des premiers à utiliser les fascias, par exemple ? Quand tu marches, tu utilises tes fascias. À travailler autour des fascias, on va dire. Avoir une notion de ce que c'est. Ouais. Oui, ça vient des gens autour de moi.
Pareil, de trouver des solutions à des problèmes qu'on a. Et puis donc, parce qu'on a des problèmes, on s'enquiert de solutions et de techniques. Et après, on les pratique. Okay. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce fonctionnement-là? Bon, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'il y a un peu plus de reconnaissance du rôle du tissu conjonctif dans le corps humain. On s'aperçoit que, traditionnellement, pour ceux qui ont été à l'école, je ne sais pas comment c'est maintenant, ceux qui ont été à l'école longtemps, on disait que c'était bêtement l'enveloppe du muscle, etc., que c'était un tissu un peu inerte. Les kinés disaient que le tendon, c'était long à cicatriser parce que c'était pas vascularisé, etc., etc. Alors, il y a pas mal de recherches qui ont réfuté ça. Et on s'est aperçu qu'il y a un caractère extrêmement vivant à ce tissu-là, une grande ubiquité aussi du tissu partout, qui confère une unité importante, une unité au corps humain. Donc on commence à se rendre compte que le corps humain, c'est un seul morceau, et que par spécialité, on l'a beaucoup découpé, mais que c'est pas pertinent, finalement, à la fin. Je suppose que tu te réfères au fait que, effectivement, j'enseigne la technique la technique d'abrasion du fascia. C'est juste une technique qui permet d'accéder au tissu conjonctif et de le modifier si besoin, quoi. Ok. Ouais. Quel est l'intérêt justement de cette méthode-là? C'est rapide, indolore. C'est surtout, alors il y a plein de techniques déjà qui existent. Je veux dire, c'est pas nouveau. Il y a ce qu'on appelle traditionnellement, c'est le gua sha. Okay, donc ça existe depuis des millénaires. On faisait ça avec un omoplate de cerf, par exemple. Il y a des techniques comme le Graston qui sont bien connues, qui sont une technique américaine. Donc ça, c'est une évolution. C'est l'outil qui est un peu différent. Ouais. L'avantage que ça a par rapport à toutes ces techniques, c'est que c'est indolore et ça laisse pas de traces. C'est vraiment l'avantage parce que si vous sortez d'une séance de gua sha, vous avez des ecchymoses de partout. En plus, c'est relativement douloureux. Alors que là, c'est du fait de l'outil, on a des résultats immédiats qui sont durables dans le temps et qui sont rapides et indolores. Okay. Voilà. Donc, ce qui est intéressant quand on travaille dans le domaine du sport, où là, on ne peut pas se permettre de renvoyer des clients avec des bleus de partout, des ecchymoses, on va vite avoir des ennuis, quoi. C'est clair. Voilà. Et comment est-ce que tu l'utilises finalement au quotidien, cette méthode? Est-ce que tu l'utilises tous les jours? Est-ce que c'est vraiment rare? Et à quoi ça sert de travailler sur le tissu conjonctif? Alors, le tissu conjonctif, je vais commencer par la deuxième question. Le tissu conjonctif, il sous-tend tous les autres tissus. Okay. Alors, le chercheur français qui s'appelle Guimberteau, qui a fait alors, si on s'intéresse au fascia, il faut regarder son film qu'on trouve facilement sur YouTube, qui s'appelle Voyage sous la peau, je crois, qui est très intéressant. Il dit que en fait, le corps humain n'est qu'un seul et même tissu, qu'il y a des spécialisations locales et histochimiques dépendamment de la fonction. Donc, avec ça, on arrive à améliorer la conduction des forces, c'est-à-dire la conduction, la direction. Pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans cette conduction des forces, on arrive à augmenter les amplitudes instantanées et de façon durable. Donc ça, c'est dommage de s'en passer, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai qu'en neuro, on bosse aussi un petit peu sur ces gains d'amplitude, mais c'est très court dans le temps. Là, quand je travaille sur les fascias, c'est plus durable, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, non, c'est assez durable. Donc c'est durable tant est que, dépendamment de la cause. Si la cause c'est un mouvement répétitif, bien sûr, il va falloir l'entretenir. Bien sûr. Mais si c'est du tissu scarifié ou des choses comme ça, c'est durable. C'est très durable. Ok. Et une question bête, mais à quoi ça sert de gagner de l'amplitude? Ça dépend du but. L'amplitude, si on en a besoin, on en a besoin. Ouais. Donc ça dépend des sports. Ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est toujours orienté par rapport à un but.
Donc toi, tu pars vraiment dans ta manière de travailler du but Ouais. et comment est-ce que je peux l'atteindre, même si tu passes par des méthodes non conventionnelles, quoi. Je sais pas trop ce que ça veut dire conventionnel. Parce que pour moi, c'est juste... si on n'a pas de dogme, on doit juste se conformer à l'état initial et l'état vers lequel on veut aller, et on utilise des moyens au milieu pour y aller, quoi. Donc après, il y a des règles, bien sûr. Hein, on va pas... je suis pas chirurgien amateur. Mon hobby, c'est pas la chirurgie, donc voilà, c'est ça. Il y a des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser, ben, voilà, donc ça fait partie des règles du jeu. Mais à l'intérieur de ces règles-là, voilà, il n'y a pas de... Voilà, je ne me suis pas posé d'obligation de moyens, je me suis pas dit je fais que de la muscu. Voilà. Ok. Et tu parlais tout à l'heure d'évaluation. Ouais. Quelle est ton évaluation initiale et ton évaluation finale? Alors, final, il n'y en a pas. Ouais, c'est la compète. Parce que ça change tout le temps. Ouais. Parce que je veux dire, c'est un état... comment dire, c'est un état d'information qui change, donc il faut que tu l'évalues tout le temps. Donc final, il n'y en a pas. Je suppose que c'est la dernière compète de ta carrière que tu fais, voilà, tu peux te dire, c'est l'évaluation finale. Et l'évaluation initiale. Bah, encore, ça dépend du but, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez général. Il y a bien sûr un long questionnaire. Mais ça peut être assez large. Ça peut être assez large quand même. Okay. Voilà, parce que ça dépend de... Tu as un questionnaire assez large qui va essayer de recouper pour voir dans quel... parce que bon, au bout de 26 ans, j'ai accumulé beaucoup d'outils. Il y en a que j'utilisais beaucoup, il y en a que j'utilise moins, etc. Mais de tout ça, de toute façon, le savoir, c'est d'être capable d'avoir des outils pertinents au moment avec la personne. En fait, c'est ça le secret. C'est-à-dire que tout existe, tout marche, et tout ne marche pas en même temps. Mais c'est quoi, pour qui, quand. Une fois que tu... Voilà. Et donc, si tu veux, l'évaluation, elle essaye de répondre à ça. Ok. Et question qui paraît bête, mais toi, tu es préparateur physique principalement, mais si tu vois un athlète qui vient te voir et que tu identifies que son problème physique, entre guillemets, c'est la confiance qu'il a en lui et en ses capacités, comment est-ce que tu travailles à travers ça? Est-ce que tu vas aller chercher des outils de prépa mentale, ou est-ce que par la prépa physique, tu vas essayer de débloquer des verrous que l'athlète s'était mis? Ouais, alors, on en parlait un petit peu avant, la prépa physique, le truc, c'est que c'est un peu réducteur. Donc, quand on parle de performance, c'est déjà moins réducteur. C'est-à-dire qu'on peut, on peut... Alors, c'est pas mon but, c'est pas de savoir tout faire, mais c'est d'être suffisamment au courant de tout pour savoir dans quel domaine aller travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, je prends un truc bête, mais il y a des fois, il y a des trucs, je sais, bon, bah, ça, c'est de la compétence d'un ostéo. Mais je sais le reconnaître. J'ai pas la compétence, j'ai pas l'habilité, donc c'est pas moi qui vais le faire. Mais je vais dire, moi, tiens, tu vois là, tiens, hop, là, tu as besoin d'un ostéo, on va voir ça, etc. Tu vois, des fois, on a besoin d'analyse de sang, c'est pas moi qui les prescrit. Hein. Donc, c'est l'analyse de sang, on a besoin d'un médecin, c'est le médecin qui le fait, etc. etc. Donc c'est un peu ça, c'est être capable d'en savoir suffisamment dans suffisamment de domaines, avoir quelque chose d'assez large avec une profondeur qui n'est pas forcément celle du spécialiste, pour pouvoir diriger les actions, quoi. Okay. Alors il y a un panel de choses que je sais faire, donc là je m'en occupe. Il y a des choses, des fois, faut quelqu'un d'autre, quoi. Donc après, pour ce qui parle de la préparation mentale, entre guillemets, moi je parle plus de psychologie. Là, c'est difficile parce que c'est toujours l'adéquation entre deux personnes, souvent. Donc il y a des fois, effectivement, juste simplement quelqu'un qui va retrouver confiance parce que elle retrouve confiance en des moyens physiques, des performances, etc. Boum, ça se fait tout seul. Parce que là, c'est pareil. Là, tu m'as dit la confiance en elle-même. Bon, après, la confiance elle-même, c'est un truc très précis, quoi. Voilà. Est-ce que si, par exemple, c'est quelqu'un qu'on n'a pas du tout ou qui l'a perdu, c'est pas pareil. Enfin, ouais. Donc ça, voilà. Donc moi, je travaille directement sur ce que je sais savoir faire.
Après, j'ai des gens autour de moi. Voilà. Ok. Autour de moi. Et c'est vrai que toi, tu travailles en privé. Moi, Ouais. je suis pareil que toi. Hein. Ouais, J'ai arrêté les fédés, ça m'a très vite gonflé. Je dis pas que je le referai jamais, mais aujourd'hui, je peux pas. J'ai trop besoin de mon indépendance et de ma liberté comme toi. Et comment est-ce que tu gères cette relation avec ton athlète? Non, c'est quand même différent que d'avoir un prépa qu'on nous impose. Là, c'est les gens qui viennent te voir, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est plus simple. Donc, j'ai travaillé pour des équipes déjà. J'ai travaillé pour le rugby. Là, l'avantage, c'est que la relation est de 1 à 1, c'est clair. C'est pas que 1 à 1, parce que tu as aussi. Alors, en athlétisme, j'étais dans la position où je faisais l'athlétisme aussi, etc. Mais bien souvent, dans la plupart des sports, c'est pas moi l'entraîneur non plus. Donc là, il y a toujours un trio, quelque chose comme ça. Okay. Donc ça, c'est pareil qu'il faut gérer et faire bonifier. Mais ça, c'est clair. C'est que tous les deux, on travaille dans le même sens. Ton intérêt est le mien. C'est-à-dire que si tu es meilleur, tu es content, tu reviens. Et donc, ça marche pour moi aussi. Donc, on a des intérêts communs. Ce qui, dans le cadre de grosses organisations, n'est pas toujours le cas. Voilà. Il y a des intérêts croisés, des choses comme ça. Il y a des choses dont tu es responsable, sur lesquelles tu n'as aucun levier, etc. Bon, c'est autre chose, quoi. Faut faire autre chose. Donc c'est un peu l'avantage de la relation entre guillemets de 1 à 1. Ok. Et les athlètes en France n'ont pas énormément de moyens. Comment est-ce qu'ils arrivent à financer parfois des séances individuelles? Alors bien souvent là, c'est indirectement les fédés souvent. Parce que c'est pas la fédé que je facture, mais bon, ils ont des remboursements sur facture, des choses comme ça. Souvent, faut reconnaître que c'est quand même souvent les fédés qui payent indirectement. Bon, tant mieux d'un côté. Oui, non, c'est bien. Ouais. Bien sûr. Est-ce que dans ton parcours de préparateur physique, il y a vraiment eu des gros tournants, des choses que tu as découvertes qui ont changé complètement ta vision, qui ont fait évoluer? Ah oui et non. Non, dans le sens où j'ai toujours, dès le départ, eu la conscience, mais l'idée qu'il fallait éliminer ce qui limitait les gens. C'était chercher ça et l'améliorer. Okay. Donc ça a toujours été quelque chose, c'est genre un fil rouge. Ça a commencé. Alors, moi, mon tout début, c'était au Canada, et donc j'avais pris des cours avec Charles Poliquin à l'époque. Et lui, déjà, il avait ça. Lui, il avait ça, et c'est avec ça que j'ai commencé, quoi. Okay. Et de façon, et donc lui, ce qu'il faisait bien, c'était ça, c'était chercher ça et puis organiser, l'amélioration de l'organiser. Et c'est donc lui, c'était vraiment dans le contexte de la musculation, mais l'esprit était là déjà. Ouais. L'esprit était là déjà. Donc dans ce sens-là, ça n'a pas changé. Après est venue une compréhension plus globale et puis une accélération de moyens différents. Donc au début, pendant les premières années, je suis très fortement influencé par Charles. Donc c'était vraiment la muscu qui servait pour tout. Et puis après, on se heurte à la réalité. On voit que des fois, ça devrait marcher, ça marche pas, etc. Ou il n'y a pas de transfert, ou etc. etc. Et donc, ce que je dis souvent quand on me demande mes influences, je dirais, c'est Charles Poliquin et un gars qui s'appelle Jay Schroeder, que j'ai rencontré début des années 2000. Où là, effectivement, ça a continué dans ce que m'a ouvert un petit peu à d'autres aspects. Voilà, à d'autres aspects, d'autres techniques.
une autre façon de voir. Ok. Donc, c'est mes deux plus grosses influences et ces deux trucs qui ont changé. Voilà, je pense que. Ok. T'avais fait quelle formation, toi, de base? Est-ce que tu étais entraîneur d'athlète? Non, bifurqué moi j'avais. Non. Alors, moi j'ai une formation de système informatique de gestion et commerce international. Et puis, vu que je me suis mis à travailler en Amérique du Nord là, dans le domaine, non pas dans ce domaine-là, parce que je voulais pas porter de cravate, je crois. Non, j'étais dans le sport de toute façon. Je suis rentré en France et j'ai fait alors à l'époque, c'était pas un master, ça n'existait pas, c'était une maîtrise. J'ai fait la maîtrise d'entraînement à Lyon. Ok. Ouais, voilà. Donc issu de Lyon. Ouais. Ok. Non, je demande ça parce que j'ai l'impression que quand on vient de Staps, il y a peu de Staps finalement que j'ai rencontrés en tout cas, qui ont cette vision-là. Donc ça ne m'étonne pas que tu aies eu d'autres choses à côté. Ouais. Disons que je travaillais déjà. Donc je l'ai eu là, parce que je l'ai déjà fait. Tu vois, là, ma maîtrise, je l'ai fait en dispense d'assiduité, quoi. Ok. Parce que je bossais déjà, c'était histoire de. Il y a eu des cours intéressants, mais c'était vraiment pour valider le fait de pouvoir bosser, quoi. Une question que j'aime bien poser, c'est comment est-ce que tu te formes au quotidien? Je me forme sur les matières fondamentales. Et puis sinon, pour vraiment le métier lui-même, c'est... si j'ai l'impression de voir quelqu'un qui sait faire quelque chose que je ne sais pas faire, je l'appelle, puis je le vois. Ok. Voilà, le plus simple. Ouais. Ok, trop bien. Alors je rebascule sur un sujet de tout à l'heure, quand on parlait des fascias. Ouais. Tu me disais que finalement c'était un seul tissu avec des spécialités. Comment est-ce que toi, avec cette vision-là, j'imagine, tu visualises le mouvement? Pour toi, c'est quoi le mouvement? Est-ce que c'est un groupe de muscles qui s'activent les uns après les autres? Est-ce que c'est quelque chose de plus global? Comment est-ce que tu vois ça? Alors, ok. Donc le mouvement, c'est dans le cerveau. Ok. On peut être super compliqué, mais on va faire très simple. Il y a une intention. Le cerveau, on sait que maintenant, c'est une machine à prédire, à faire des prédictions. Donc, on a un but. On y revient. On a un but. Donc, j'allais être compliqué. Je vais être simple. avec toutes les informations que le cerveau peut collecter, que ça soit, il fait une prédiction. D'accord. Il fait une prédiction. Et donc il génère on va appeler ça un schéma moteur. Il va générer un schéma moteur. Et après, le retour d'information te dit que tu as fait ce que tu devais faire ou que tu n'as pas fait. Tu vois. Et donc, c'est une machine à faire des prédictions et des calculs et puis à corriger après ça. Voilà. Donc là, ça commence comme ça. Donc maintenant, d'un point de vue qu'on va appeler plus structurel, comment ça se traduit? Donc c'est là où on devient plus compliqué. Donc, quand j'explique ce que je fais, j'ai souvent un schéma où j'explique, où il y a deux parties. Dans le schéma, il y a deux côtés. Il a fallu que j'explique ça au début parce que quand j'ai commencé à travailler dans l'athlétisme, c'était un non-sens complet pour eux qu'il y ait un préparateur physique dans l'athlétisme. Pourquoi? Parce que l'entraîneur d'athlétisme, c'était le préparateur physique de tous les autres sports. Okay, donc ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ce mec qui vient là, il nous apprend à faire ça? Bon, et donc il a fallu que je fasse un peu de pédagogie et que j'apprenne. Et donc, et que je décrive ce que je fais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? L'entraîneur technique, entre guillemets, qu'est-ce qu'il fait? L'entraîneur technique, il va donner une position de départ, il va donner une intention. L'athlète entre, il va faire au mieux pour réaliser ça. Et l'entraîneur technique, ce qu'il fait aussi, qui est très important, c'est qu'il donne un retour d'information quant à le fait qu'il ait atteint le but ou pas. Okay. Et donc après, à partir de ça, on peut soit réessayer avec les mêmes paramètres ou changer des paramètres, je ne sais pas, la position, l'intention, etc., etc. Donc c'est ça qu'on fait. Bon, le truc, c'est qu'au milieu de ça,
il y a, on va appeler ça, alors, c'est extrêmement simplifié, mais on va appeler ça le recrutement. Okay. Recrutement. Parce que pourquoi? Un geste, c'est quoi? C'est une séquence de contraction, de relâchement de muscles et de tissus divers, qui est faite. Alors, dans la bonne séquence, à la bonne vitesse, au rythme approprié. Okay. Sinon, on n'a pas le résultat obtenu. Ouais. Maintenant, pour créer cette séquence, ce rythme, cette vitesse, etc., il y a besoin de ressources. Voilà. Donc, les ressources, et il y a des influences sur ces ressources-là. Donc, voilà, les contractions, elles se font, mais il y a plein d'influences. Donc, il y a des influences biologiques, il y a des influences neurologiques qui sont elles-mêmes biologiques aussi. Enfin, voilà. Et donc, il y a des influences qu'on peut appeler de type même émotionnel, mais c'est aussi de la biologie à la fin. Il y a des influences, et puis des influences qu'on pourrait plus appeler structurelles. Donc là, là c'est ce qu'on parle plus simplement. Est-ce que l'articulation, elle est dans son centre de rotation? Est-ce que le muscle, est-ce que l'unité motrice, est-ce qu'elle est disponible à la contraction ou pas? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce que le rapport entre les muscles autour de l'articulation, c'est bien coordonné? Il y en a un qui s'inhibe, l'autre qui ne s'inhibe pas, l'autre qui se contracte, etc. Ça se fait tout bien, etc. Et ça, c'est ce que je fais. C'est tout le reste, c'est tout là-dedans, tous ces facteurs. Et moi, je les regarde et j'essaie d'améliorer, de trouver là où ça ne va pas et d'améliorer ça pour que le geste se fasse mieux. Ok. Donc tu es presque un inspecteur du recrutement, quoi. Tu vas aller, Voilà, on regarde le geste. Parce que bien souvent, parce que bien souvent, il y a une impossibilité de faire le geste. C'est pas que l'athlète est débile, c'est pas que le coach ne sait pas coacher. Bien souvent, c'est juste que, écoute, ça, il ou elle ne peut juste pas le faire à cause de ça. Et tu règles ça, et boum, le geste se fait. Je suppose qu'on est... Ah oui, on filme, donc je peux donner mon truc habituel. Ouais, carrément. D'habitude, j'ai une bouteille pour le montrer. Mais, tu veux te la prendre? Ouais, tiens, si tu veux. Voilà. Donc, imagine mon sport, c'est d'aller prendre cette bouteille-là, hop, et de la ramener ici le plus rapidement possible, deux fois. Donc, si je suis ici, de cette position-là, le truc normal, c'est de faire ça. Ouais. Je ne me pose pas la question de ma main qui s'ouvre, mon coude qui se tend, mon épaule, etc. Ça se fait. Sauf que, imagine un jour, l'épaule, le coude, je ne peux plus le tendre. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais le faire quand même. Je vais quand même faire une stratégie d'évitement pour, je vais faire ça. Pour y arriver. Ouais. Je ne peux pas tendre mon coude, je vais faire ça. Je vais y arriver quand même. Mais est-ce que ça a le même potentiel que ça? Probablement pas. Et en plus, au bout d'un moment, je vais avoir mal au dos. Ouais. Tu comprends? Donc mon boulot à moi, c'est d'arriver et je fais « Ah, mais ton coude, là, il ne peut pas se tendre. On va régler ça. » Je te rends ton coude. Ah, ça y est, je suis meilleur. Tu comprends? Alors du coup, ça me fait me poser deux questions. La première, c'est sur la notion de transfert. Exactement. Est-ce que si j'arrive à améliorer justement mon coude qui se tend en salle de muscu, est-ce que je vais pouvoir faire mieux mon lancer ou mon rattrapé de bouteille? Écoute, alors déjà, tu as dit salle de muscu, donc déjà, hop, ça t'oriente. Ouais. Moi, je m'en moque de ça. Parce qu'on voit, la muscu autour, parce qu'il y a des perturbé. Ah oui, c'est la notion de transfert. Donc c'est effectivement. Parce que les gens qui venaient me voir, il fallait que ça se transfère sur leur sport. Je suis pas... j'ai jamais travaillé dans le culturisme. Donc ça, ou la remise en forme. Donc j'ai une ou deux... j'ai pas 2-3 clients en 26 ans qui n'étaient pas des sportifs. Donc, et bien souvent, c'est parce qu'ils avaient mal quelque part. Donc il faut qu'il y ait un transfert. Parce qu'ils vont me dire, je paye pourquoi lui, si tu vas comprendre, si je n'ai pas de transfert. Il y a un transfert qui soit visible. Donc c'est là la question. C'est pas, et d'où le fait que je ne mets pas d'obligation de moyens. Parce que
combien de, notamment en athlétisme, d'exemples de gars qui je comprends, je suis plus fort ci, je suis plus fort ça. C'est-à-dire, entre guillemets, ça veut dire j'ai soulevé plus lourd à tel exercice, j'ai soulevé plus lourd à tel exercice, et je suis plus mauvais. Bien Il y sûr. en a des pages et des pages et des pages. Des exemples, je peux t'en donner des tonnes. Ok. Donc, c'est ça, c'est la notion de transfert. De façon intéressante, je travaille avec le saut à ski. Donc, et eux, c'est un des rares cas, ils ne sont pas venus voir parce qu'il y avait des problèmes de blessure. Ils sont justement venus voir, ils ont dit, écoute, une démarche que j'ai trouvée très... j'ai de l'admiration pour la démarche parce que c'est pas n'importe qui peut faire. Ils disent, écoute, nous, on fait plein de trucs en préparation physique, mais on ne voit pas de transfert. Ok. D'eux-mêmes, tu comprends? Et donc, j'ai trouvé une démarche qui est admirable, de remettre en question comme ça le travail qu'ils faisaient, alors que c'est des trucs, tu as des traditions, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, et eux disent, non, on ne voit pas de transfert. Ça naît du fait qu'en fait, chez les filles, une équipe de France, il y en avait 2, maintenant il n'y en a plus qu'une, et c'est donc pour eux, il faut que ça se transfère, quoi. Tu peux pas, t'as pas une masse. Ouais. Voilà. Et donc, et c'est pour ça qu'ils sont venus voir. Et sur là, c'est super intéressant parce que là, on voit le transfert tout de suite, parce que c'est tellement fin. La moindre déviation structurelle, la moindre chose se voit dans le saut tout de suite, se voit. Et ils sont tellement là-dessus, sur les trucs fins. Et là, effectivement, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit le transfert. Les résultats tout de suite ont été meilleurs. Et comment est-ce que tu arrives à cette notion de transfert, justement? En fait, il faut déterminer quel est le facteur limitant. Donc ça, c'est tout l'art du facteur limitant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te transfère donc, il faut s'intéresser aux disciplines. Il faut sortir de sa salle. Il faut apprendre les disciplines. Donc moi, je trouve ça super intéressant parce que chaque fois que je prends une nouvelle discipline, j'apprends des trucs. Je vais sur site, je vais avec les entraîneurs. Ils m'expliquent, je dis explique-moi tout, explique-moi la pédagogie, explique-moi comment ça se fait normalement, les facteurs de performance, etc., de façon à ce que je me fais une culture chaque fois, quoi. Chaque fois que j'ai un nouveau sport, un sport que je n'avais pas exploré avant. Ok. Donc après, forcément, il y a des transversalités. Au bout d'un moment, ça reste des humains. Ouais, donc en fait, vraiment ton process dans l'entraînement, c'est de déterminer le facteur limitant, aller analyser la discipline, en même temps que tu analyses l'athlète, et te dire, ok, il y a cette limite, mais celle-là n'influe pas, mais celle-ci, oui. Voilà. C'est ça. Et donc, on travaille sur celle qui influe. Après, il y en aura une autre. Yeah. Donc en fait, c'est ça. C'est à la croisée de l'individu et du contexte, toujours. Okay. Donc il faut caractériser l'individu, caractériser le contexte. Le contexte, c'est à la croisée. Donc, si tu veux, c'est tous des humains. Les méthodes s'appliquent à tout le monde, mais elles sont dans un contexte différent. Le contexte fait que tu choisis quelque chose ou une autre, une chose ou une autre. Ok. Et quels sont les outils généralement que tu vas pouvoir utiliser? Je sais que tu m'as dit tu te laisses pas de limites sur les moyens, mais quel est l'outil que tu utilises le plus au quotidien, qui montre le plus de résultats sur cette rupture de limite? Je sais pas répondre à ta question. Je sais pas répondre à ta question. De toute façon, si, je vais répondre comme ça. Ce que je fais à 80%, c'est de la prescription d'exercice. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la prescription d'exercice. Donc, l'outil, c'est l'exercice. Et les 20%? Ça m'intéresse. Non, parce qu'après, il y a prescription d'exercice, mais par exemple, on le fait tout, la technique d'appréhension faciale, c'est pas l'exercice. Etc. Quand je fais d'autres mesures, et puis qu'on parle un petit peu par exemple, je sais pas, de poids de corps, de choses comme ça, c'est pas de l'exercice. Donc il y a quand même, il y a des choses. L'exercice ne modifie pas tout. Ok. Enfin, si, mais pas tout rapidement avec ça. Voilà. Ouais. Et de façon plus ou moins aisée. Quand un athlète vient te voir, tu me parlais d'avoir des résultats sur le court terme, mais aussi sur le long terme. C'est le problème du privé. Problème ou avantage, je ne sais pas trop. Mais
comment est-ce que tu programmes et planifies avec l'athlète? La planification, c'est une sorte de planification roulante. Je me suis sorti il y a assez longtemps de ce qu'on a appelé un peu la périodisation, là, qui vient où on fait des phases qui sont plus ou moins imposées, avec des techniques et des méthodes qui correspondent à une certaine période du calendrier, etc., etc., etc. Moi, je me suis complètement départi de ça. Et c'est plutôt un système informationnel, cybernétique peut-être, pour utiliser un grand mot, où c'est évaluation, changement, etc., 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 etc. Avec en tête de garder, ok, qu'est-ce qui limite là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui limite maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire là, maintenant, pour être meilleur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour être meilleur. Des fois, aujourd'hui, pour être meilleur, ce qu'il faut faire, c'est une sieste. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois un petit peu meilleur, pour que toi, alors meilleur, tu augmentes ton potentiel. Voilà. Ça ne veut pas dire que la fatigue ne va pas masquer, etc., ta performance, mais il faut que tu augmentes ton potentiel. Donc qu'est-ce qui fait pour qu'aujourd'hui ton potentiel soit un petit peu plus haut que qu'il l'était hier. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ok. Alors, ça me rassure un petit peu, parce que j'ai un peu la même vision que toi. Déjà à la fac, quand on me proposait la périodisation, je disais, j'arrive pas à comprendre ce concept. Je comprenais, hein, mais... Si, en fait, ça vient de la saison, et puis ça vient aussi ça vient des pays de l'Est où c'était très, carré et basé aussi sur la saison. Donc, tu as des compétitions, tac, 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 et aussi, il ne faut pas se le cacher, sur le cycle des produits qu'ils prenaient. Donc, c'est aussi pour ça que, moi, dans mon contexte, ça ne marche pas. Ouais. Et tu vois, j'étais toujours gêné. Et quand tu parles de planification roulante, j'aime beaucoup ce terme. Je ne connaissais pas, mais... Je viens de l'inventer. Garde-le, il est vraiment pas mal. Je tiens un truc. Mais moi, je sais que je bossais avec une planif, où je mettais, je donne un exemple totalement au pif. Hein. Là, il fallait bosser la force max. Là, c'était plus la souplesse. Et en fait, je mettais en parallèle tout ce qu'il fallait travailler avec des dominantes à certaines périodes en fonction de ce que la personne, soit j'analysais, soit me parlait. Et pour moi, quand quelqu'un vient me voir en me disant « Purée, je manque de force », je me dis « Tiens, là, il a dû déceler, lui, dans sa pratique, quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça ?» Donc, je vais échanger avec l'athlète. Ouais. Et en fonction de ce qu'il me dit, je dis bon, « Ok, on va faire de la force. » Alors, peut-être qu'on fera qu'une ou deux séances juste pour le remettre mentalement bien. Mais on va en faire un petit peu. Et j'écoute beaucoup l'athlète. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais j'arrive à avoir des résultats quand même plutôt pas mauvais là-dessus. Mais j'ai arrêté de faire des cycles très fermés parce que, en fait, je me disais, mince, là, il est en train d'exploser. C'est bête d'arrêter alors qu'il est en train de monter. Continuons. Exactement. Ok, mais ça me rassure un petit peu. Non, mais ça, c'est pas nouveau. Par exemple, un gars comme Charlie Francis, qui pour le coup lui aussi utilisait les produits, mais Charlie Francis, lui, en sprint, il y avait toujours traditionnellement le type de périodisation qu'on disait on va de long à court. C'est-à-dire qu'on commençait par courir doucement longtemps, et petit à petit on raccourcissait pour arriver. Et lui, il s'est dit mais c'est con, on sort d'une saison où on allait vite, là on va prendre 3 semaines de repos, et on va faire tout le contraire. Et on va gâcher les gains de la saison. Donc non, on va tout de suite aller très vite. Mais avec des précautions, et on va aller court. Et on va, au contraire, allonger cette vitesse-là. C'est-à-dire que, alors c'est con, mais pour un coureur de 100 mètres, on va commencer par 20 mètres, et à la fin de la saison, on fera 100 mètres. C'est du long relatif. Non, mais après, c'est extrêmement simplifié, schématique, ce que je dis, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc voilà, c'est pas le premier à avoir remis en cause les trucs. Et puis, je pensais à quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus. J'ai perdu le fil. Mais donc voilà, ça, et puis aussi, il y a plein de choses. Tout existe.
Donc, vu que tout existe, moi, je me suis dit, il faut que je sois capable d'évaluer le besoin et puis de répondre aux besoins. En fait. Donc, c'est basé sur... c'est une planification aux besoins. Ouais. Qui est plus pertinent, finalement, qu'une planif qu'on ne suivra jamais parce qu'elle ne sera jamais optimale. Il y aura toujours un pépin. Ouais. Alors, donc, ouais. Et puis, bon, les trucs théoriques avec... les montées d'intensité, de volume, à cette époque-ci, machin, et on loupe tous les pics en faisant comme ça. Ouais. On les loupe. Là. Eux, ils les loupaient pas, les Russes, ils les loupaient pas, c'est parce qu'ils changeaient les produits, ils changeaient les doses des produits, donc c'est pour ça qu'ils les loupaient pas. Mais ils ajustaient les doses. Mais quand on fait pas ça, non, ça va pas. Et donc toi, justement, avec une planif roulante, est-ce que tu cherches à atteindre un pic le jour J ou à améliorer le niveau pour que le jour J il soit au plus haut de la saison? Alors, c'est un peu plus le deuxième, c'est que théoriquement, dans 2 mois, tu seras meilleur que maintenant, et dans 4 mois, tu seras meilleur que dans 2 mois, normalement. Donc, du moins, ton potentiel sera accru chaque fois. Donc, effectivement... Donc ça, on appelle ça la planification. Donc ça, j'ai lu ça assez rapidement parce que bon, j'ai quand même lu tous les trucs classiques, les Russes, etc. Et il y en a un Russe d'ailleurs, Veroshansky, qui lui est sorti avec un concept de périodisation à 2 facteurs. Parce qu'on a tous appris la surcompensation, donc il y a le stimulus, fatigue et surcompensation. Alors, ça, c'est un modèle qui est difficile à appréhender parce que la pente, tu fais comment, quoi. Donc, encore une fois... Ça a toujours été une de mes autres incompréhensions. Ouais. Donc, ça, la pente de la surcompensation, tu la vois comment? Tu loupes le pic, tu redescends, ça veut dire quoi? Ça peut dire grand-chose. Veroshansky, par contre, lui, il est parti du principe, il dit que chaque séance, chaque leçon, leçon augmente ton potentiel. Sauf que ça augmente aussi ta fatigue. Et donc, ton niveau de performance, c'est la résultante des deux. Et donc, quand tu penses comme ça, tu penses différemment. Tu planifies différemment et tu en viens à gérer l'augmentation de potentiel par rapport à la fatigue. Et donc, tu augmentes le potentiel, puis à un moment donné, tu te dis, écoute, la fatigue, moi, je la tiens à, je veux qu'au bout de... Ça, c'est toi qui décides. 5 jours, alors 10 jours, c'est comme tu veux. 2 volumes décrus, n'importe quoi. Hop, tu sois capable d'exprimer ton potentiel. Ok. Voilà. Donc finalement, ta notion d'affûtage, tu la gères comment? Un peu sur le même principe? Donc l'affûtage, si tu penses comme ça, l'affûtage, il se fait où tu diminues la fatigue à l'intérieur des séances, mais tu gardes des séances. Ouais. Je pense à Stéphane Morin, je ne sais pas si tu le connais un petit peu, qui lui a une vision alors plus sport-co, mais où il te dit que si l'entraînement il est plus difficile la semaine, finalement ton match du week-end, tu n'as pas besoin d'affûter quoi que ce soit parce que tu es déjà au-dessus de ton potentiel à l'entraînement. Et ça devient un entraînement presque plus facile que tes entraînements de la semaine. Donc il te dit la notion d'affûtage elle peut être discutable. Alors je décris très mal sa vision, mais voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire si je m'entraîne plus fort que ma compétition, finalement, j'ai pas besoin d'affûter parce que ma compétition sera plus facile. Encore faut-il augmenter cette capacité de travail-là pour y arriver. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, effectivement, ça peut être une vision. Et encore aussi, faut-il que ton entraînement qui est difficile, qu'est-ce qui te cause, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même... ça s'accumule aussi la fatigue. Mais en théorie, oui. Donc maintenant, il y a des GPS, il y a tout ce qu'il faut, là. Il y a des choses qui sont plus ou moins justes, mais quand je travaillais dans le rugby, inspiré par quelqu'un avec qui je parle souvent, Daniel Mercier, on en avait discuté, et inspiré par Daniel Mercier, j'avais mis en place un système de points. C'est-à-dire que j'avais demandé, parce qu'on n'avait pas ça, la charge d'entraînement, tout ça, on n'avait pas ça à l'époque, il n'y a pas de techno. Et ce que je faisais, c'est que j'avais passé... je demandais
aux entraîneurs de qualifier leurs ateliers en termes longueur des courses, l'intensité, s'il y avait des contacts, la densité aussi par rapport à un match, etc. Donc le match, c'était 1 minute de match, c'était 10 points. Et donc si on enlevait les courses qui étaient moins longues, on enlevait 1 point. S'il n'y avait pas de contact, on enlevait 1 point. S'il y avait moins de densité, on enlevait 1 point. Et par rapport à ça, et je leur disais, je leur avais donné aussi un plafond, je leur dis ça représente ça, je leur avais donné une idée. Et après, on multipliait par le nombre de minutes et ça me donnait une charge de travail. Et en début de semaine, je leur disais, écoutez, cette semaine, tu as 1800 points. Tu les dépenses comme tu veux. Tu as 1800 points à dépenser. Et pourquoi ? Parce qu'on avait donc évalué donc, en début de préparation estivale, ce qu'on avait fait, c'est que je leur avais dit, vas-y, tous tes exercices, évalue-les, fais-moi une semaine type d'entraînement de match. Et ils m'avaient fait ça et on avait dit, ça fait tant de points. Et après, dans les 6 semaines, on s'était arrangé pour monter la capacité de travail des joueurs de façon à ce que, pour eux, une semaine de championnat, c'était facile. Ok. Tu comprends ? Ouais. Avec ce système-là, c'était un nombre de points qui était très gérable pour eux. Ouais. Voilà. Je ne sais plus qui m'avait parlé de ce système de pondération aussi. Ça marche très bien. Alors maintenant, ça marche très bien, si tout le monde joue le jeu. Quoi. Oui. Il y a un temps d'apprentissage et justement, oui, il faut que le staff suive. Voilà, si tout le monde joue le jeu. Voilà. Mais donc après, des fois, là, ils écoutent, là, ça va pas, là, j'ai dépassé parce que il y a ça qui allait pas. Je dis, ok, c'est pas de problème. Bon, moi, sur mes séances, sur ce que j'avais prévu, j'en enlevais pour qu'on reste dans le même nombre de points. Alors c'est un peu empirique, mais c'était pas mal parce qu'à l'époque, je me souviens, on avait on avait tourné avec 23 joueurs, quoi. Je me souviens la première année qu'on avait fait ça, on avait tourné avec 23 joueurs. Il y avait plus de contrats que ça, mais des mecs qui jouaient les matchs, il n'y avait pas eu de turnover du tout. C'est toujours les mêmes mecs qui rejouaient tous les matchs, etc. Donc ça avait tourné 23 ou 24 joueurs, quelque chose d'assez... Okay. Ouais. Donc voilà. Donc ça rejoint, si tu veux, l'exemple que tu me parlais de JB Morin. Donc effectivement, oui. Mais bon, après, il faut quand même des variations dans la semaine, etc. Et justement, quelle est la place des data, toi, dans tes entraînements ? Parce qu'on parlait de GPS. Est-ce que tu utilises un petit peu du... Oui, tu es obligé d'utiliser des données. Il faut de l'objectif. Okay. Notamment dans les évaluations, il faut de l'objectif. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a des données que tu utilises plus régulièrement que d'autres ? Ouais, après, ça dépend du sport. Okay. C'est pareil. Après, ça dépend du sport. Okay. Ouais, ça dépend du sport. Après, il y a des trucs qui sont plus ou moins pertinents, dépendamment. Mais ça dépend du sport. Bon, après, j'utilise bien sûr toutes les données, les tentes verticales, les choses comme ça. Ça, j'utilise. Bien sûr. Et tout ce qui est VBT, tu utilises ou pas du tout ? Alors, pas vraiment, en fait. Ouais. J'utilise pas vraiment parce que ça a surtout un aspect motivationnel, le VBT. Motivationnel, le VBT. En plus, mais c'est pas que c'est pas pertinent. Je trouve ça pertinent dans beaucoup de choses. C'est juste que dans la façon dont j'arrange mes exercices, et vu que il n'y a pas beaucoup vraiment d'exercices. Oui, tu peux quantifier sur du linéaire. Ouais, mais en fait, ça se voit tout de suite, quoi. Le truc, c'est que ça se voit tout de suite. Okay. Ouais, ça se voit tout de suite. Et donc, oui, je l'ai fait. J'ai eu les trucs. Moi, j'ai un truc, même avant. Je suis sûr que tu n'avais pas ta maîtrise. J'avais un des premiers trucs, c'était. Les myotests. Non. Avant le myotest. Avant le myotest. Je n'ai pas myotest. Ouais, non, mais avant le myotest. Attends, tu veux un myotest ? J'en ai un en bas. Là, j'ai un des premiers myotests en bas. Là, regarde-le, c'est collector. Hein. Il est collector, avec la grosse valise et tout, le machin, il est gros comme ça. Non, j'en ai un des myotests en bas. Mais c'est même avant le myotest. C'était un truc j'avais acheté ça à une boîte tchèque qui date, qui est après devenu le Tendo. Ok.
Et je l'ai encore là. C'est une bobine là. C'est con, hein. C'est simplement une bobine avec un ressort qui retourne et puis Elle calcule la longueur. t'as un truc qui calcule les tours, le nombre de tours et puis c'est réglé quoi. Avec ça. Et donc ça je l'avais. Ça je l'avais il y a alors, je vais te dire ça. Je crois que j'ai envie de te dire entre 99 ou 2000. J'avais déjà ça. Ok. Donc ouais, donc ça j'ai regardé beaucoup. J'en avais pas tiré grand chose. Là, moi je trouve que là où c'est intéressant dans la musculation, c'est si tu c'est par exemple là où c'est intéressant, c'est si tu veux gagner par exemple de la force. Tu sais à quel point tu dois ralentir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te dit à quel point tu as ralenti pour terminer ta série quand tu veux. Okay. Le problème, pour moi, c'est que moi, je n'essaie pas de spécialiser les gens dans un exercice de musculation. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est une application limitée. Ouais. Voilà. Ok. Je sais que j'utilise depuis quelques années maintenant, mais pareil dans certains cas en muscu. Parce que j'avais lu des études et ça avait vraiment changé complètement ma vision de la musculation. En fait, on part toujours d'une base quantitative, 4x10, je dis n'importe quoi, hein, avec temps de repos et temps de charge, et avec tel tempo. Et je me suis dit, mince, mais pourtant on sait qu'il y a des profils qui sont un peu plus explosifs, d'autres un peu plus vibrants. Pourquoi est-ce qu'on fait du 10 ? Ça me paraissait étonnant. Et il y a des études qui ont montré qu'en fait, si on basait plutôt sur la vitesse de déplacement de la barre et qu'on se limitait à un pourcentage de dégradation, en fait, on avait sur le global moins de reps, moins de séries, moins de répétitions et beaucoup plus de gains. Et donc, je me suis dit, moins de fatigue générée pour plus de gains. Je ne suis pas physique, moi, il faut que je fonce là-dedans. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais de très, très bons résultats en bossant de cette façon-là. Ouais, c'est dans le cas, effectivement, là, c'est dans le cas où c'est intéressant. C'est intéressant. Mais une fois encore, pour ma pratique, vu que moi, je n'essaie pas de spécialiser les gens, je m'en fous que tu sois fort en squat. Je m'en tape complet. D'accord. Je m'en tape complet. Ou en couché, encore pire. Je m'en fous. Si ce choix d'exercice-là va t'amener à... Ok, Poliquin, il avait ce qu'il appelait des... en anglais, predictor lifts, c'est-à-dire une table d'attente avec les performances moyennes. Non. Pas ça ? Non, justement, et c'est ça, parce qu'il était intelligent, il avait déjà bien compris que... Parce que j'ai le souvenir d'avoir vu cette planche-là où tu dois faire 2x2 en deadlift, 2 en squat, par rapport à ton poids de corps. Non, ça vient pas de Poliquin, je pense. Ok. Non, parce que alors, ça, il y a... Donc, ça, notamment en athlétisme, je me suis rendu compte là-dedans, dans les lancers. Bon, mais si tu fais pas tant coucher, si tu fais pas ci, tu pourras jamais faire cette perf-là, blablabla. Et les mecs, ils font ces perfs-là et ils soulèvent ces charges-là et ils font pas les perfs. D'accord. Donc moi, je m'en suis rendu compte assez vite. Je me souviens une année, donc avec lanceuse de disque, Mélina, une année, c'était au début, donc on va pousser le coucher quand même, on va y aller. On l'a poussé, la fille, elle fait 100 kilos et elle lance moins loin. Je dis, écoute, c'est simple. Tous ces efforts, pourquoi faire? Ça sert à rien. Okay. Donc le truc, c'est que Poliquin, en restant dans cette optique-là, lui, il avait compris que c'était pas la valeur absolue qui comptait, mais il disait que si tu progresses sur certains exercices, tu vas avoir un transfert sur ta performance. Et donc lui, il définissait par sport des exercices non spécifiques, des exercices de musculation qui, si tu progresses à ça, tu vas avoir un transfert. Voilà. Donc ça déjà, c'est déjà plus intelligent.
Et donc, après, tout l'art, c'est de choisir l'exercice. Donc lui, il avait un a priori sur à quoi ça ressemblait, etc. Moi, je me suis rendu compte que ça marchait plus ou moins bien. Ok. Souvent pas. Je pense que ça marche bien sur une population en moyenne, mais quand tu es concerné avec l'individu, tu te rends compte que souvent ça ne marche pas. Donc, j'avais écrit un article là-dessus, c'est comment on choisit un exercice. Et pour moi, tu choisis un exercice qui est non spécifique. D'accord ? Comment tu choisis un exercice non spécifique ? C'est parce qu'il faut que le problème moteur que tu as dans ta discipline, eh ben, il faut résoudre le même problème dans l'exercice. Et donc, si tu résous le même problème, tu augmentes ta performance dans cet exercice non spécifique et là, tu as un transfert. Ok. Donc, toujours partir de l'évaluation, finalement, de la limite pour la résoudre. Ok. Et dans tes séances, comment est-ce que tu arrives, du coup, avec des exercices, entre guillemets, non conventionnels, à quantifier le volume que tu dois mettre Combien peut encaisser ton athlète alors ça c'est une bonne question. Donc, il y a plusieurs choses. Tu as le volume intra-session, puis tu as le volume total. Ouais. Alors, ok. Alors, sachant que c'est quoi mon but ? Le but de la préparation physique, c'est quoi ? Encore une fois, la plupart de mes gars, ils font pas aucun d'ailleurs, ne font de la force athlétique. Donc, que ça soit squat, développé couché, soulevé terre, je ne les spécialise pas là-dedans. Je les spécialise pas là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas si c'est pertinent, mais c'est pas ça qu'on cherche. On ne va pas chercher des chiffres là-dedans, ni dans n'importe quel. Mon but, c'est que tu récupères ta séance spécifique et que tu arrives à la séance spécifique suivante avec un potentiel qui est augmenté. C'est ça mon but. Ok. Donc, on ne peut pas, bien sûr, éviter une certaine fatigue, mais il y a une gestion de la fatigue à faire. Et donc, celle-là, elle est personnelle. Mais le but, c'est que le spécifique... Parce que comment tu deviens meilleur à ton sport ? C'est en faisant ton sport. Ou, il y a deux façons. Tu deviens meilleur en faisant ton sport, ou en changeant un facteur limitant qui fait que tu ne peux pas faire le geste qu'il faut dans ton sport. Donc, il y a que deux façons. D'accord ? Donc, quand tu sais ça, eh ben, tu t'arranges pour que ça se fasse comme ça. Okay. Et donc, c'est comme ça que tu gères le volume. Voilà. Et donc, après, ça dépend quand même du sport. Parce que tu as certains sports où tu as un contexte. Donc, tu as un contexte métabolique et qu'il faut stresser un petit peu. Tu en as ou tu n'en as pas, etc. etc. Ah ouais. Je reste super général, mais parce que tu as raison. Parce qu'en fait, c'est les mêmes principes. Mais voilà, quand tu penses avec des principes plutôt que des trucs, des trucs tout faits avec un dogme, après tu es capable de t'adapter à toutes les situations. Complètement d'accord. Tu t'entendrais bien avec Romain Cacciavenda, qui fait du travail sur le lancer aussi. Lui, il parle de rajouter des couches d'oignons. Donc tu as des exercices qui en enlèvent, ça met de la fatigue. Et lui, son objectif, c'est qu'à chaque séance, il y ait une couche d'oignon supplémentaire. J'aimais bien sa vision. Et ça rejoint aussi un petit peu ce que tu viens de dire à ma définition perso de la prépa physique. C'est s'améliorer assez physiquement pour ne pas être gêné techniquement. C'est-à-dire que je puisse m'exprimer sans aucune contrainte sur ma technique spécifique, quoi. Donc, je trouve ça super intéressant. Et est-ce que pour gérer on était sur la quantité, est-ce que tu utilises un fichier Excel où tu te notes tout ? Comment est-ce que tu fais pour gérer au quotidien ? Est-ce que c'est par l'échange avec l'athlète ? Donc, on regarde la réponse à l'entraînement. Maintenant, il y a des moyens. Ouais. Donc, il y a des moyens. On regarde la réponse physiologique à l'entraînement. Donc, on utilise des trucs simples, la fréquence cardiaque, la VFC, enfin, des choses comme ça. On regarde ça. Et puis la réponse des tissus, etc. etc. Et parce que des fois, il y a
dans les disciplines hyper spécialisées, il y a une notion de compensation qui est très importante, qui doit être faite parce que quand on pousse un schéma dans les disciplines très spécialisées, eh ben on va toujours vers un déséquilibre et des ennuis. Et donc là, il y a un équilibre entre le spécifique et le compensatoire qui est à avoir. Et donc ça, il faut le trouver. Donc après, voilà, on arrive à le trouver et il y a des données planchées, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je sais pas, j'avais une athlète qui était venue par exemple une fois, elle dit faut que je me fasse opérer de la hanche. Je dis attends, comment ça opérer de la hanche? Je dis je vais me faire opérer de la hanche, je veux. Attends, on va regarder ça là. Et donc voilà, on a trouvé qu'il fallait qu'elle fasse entre tant et tant de séries par semaine. Minimal, c'est le plancher minimal qu'il faut qu'elle fasse, sinon de compensatoire, sinon avec sa spécialité, elle a des ennuis. Okay. Et donc, pas besoin de se faire opérer, il faut juste faire le boulot correctement. Et ça me fait penser à une question sur les sports très latéralisés, quand on voit des grosses différences gauche-droite ou chaîne antérieure-postérieure. Toi, en tant que prépa physique, est-ce que ta vision, c'est de rééquilibrer ça pour la durée sur le long terme, parce qu'on sait que ça peut amener ça. Ouais, c'est pas que la durée sur le long terme. Ou pas. Non, mais sur du court terme. Si tu sors de l'équilibre, tu performes moins bien. Ah ouais. Toujours. Ok. Toujours. Alors attention, l'équilibre, c'est pas si simple que ça. J'allais te poser la question. Non, parce que t'es toujours à la croisée de l'individu et de la pratique et du contexte. Parce que c'est pas on fait tout bras droit, donc il va falloir faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que l'individu a déjà un biais. Alors, est-ce que son biais est augmenté ou pas par sa pratique? Et là est la question. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Okay. Mais le principe général, c'est que effectivement, si tu fais de la préparation physique, dès que tu te sors de l'équilibre, tu as non seulement des risques quand tu vas plus loin. Ça commence d'abord par la baisse de performance et ensuite ça va vers la blessure. Ok. Et donc ça, j'imagine que tu l'évalues. Et par exemple, je dis un exemple complètement hasardeux pour exprimer un peu le principe, c'est par exemple si j'ai un quadriceps beaucoup plus fort à gauche qu'à droite, tu vas bosser que sur le quadri gauche pour essayer de rééquilibrer un petit peu les forces. Alors je ne ferai pas comme ça. J'exagère mais je ferai. Bon, ça serait pas ma raison pour, mais le travail asymétrique, oui, on en fait plein. Ok. Oui. Ok, super intéressant. Ouais. Parce qu'il y a un peu le débat dans la communauté de dire s'il est devenu fort, c'est potentiellement grâce à cette asymétrie. Et si on l'enlève, qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, mais après, il faut savoir définir la symétrie. Ouais. Il faut définir une asymétrie. Faut savoir. C'est ça le problème. Le problème, c'est la définition de la symétrie. Et une autre question qui découle un petit peu de ça. Est-ce que un athlète de manière générale, on ne parle pas forcément que de prépa physique, mais c'est pour avoir ta vision. Par exemple, je fais mon coup droit au tennis avec mon bras droit tout le temps. Est-ce que toi, tu trouves ça pertinent d'aller travailler justement le bras gauche pour essayer de créer un certain équilibre? La question, c'est est-ce que c'est une asymétrie ou pas? Ouais. Déjà, parce que ça l'est pas forcément dans le contexte de l'individu. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis après, une asymétrie, tu parles droite-gauche, mais est-ce que c'est droite-gauche? Parce que tu parles d'asymétrie au sein de la même articulation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, complètement. Est-ce que les asymétries droite-gauche sont pertinentes ou pas? Ça dépend. Et j'ai lu un article Je sais que j'ai l'impression de danser autour de la question. Non, c'est juste que je comprends très bien. Rentrer là-dedans, on en a pour 6 heures. en un week-end. Du coup, j'ai perdu ma question. Zut, elle va revenir. Sur la symétrie. Ah oui, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur le fait il y a pas mal de recherches qui montrent qu'aujourd'hui, le corps, finalement, c'est qu'un ensemble de rotations sur les tissus, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as plus une vision fascia?
En anglais, ils parlent de torque. Bah, en français, on dit le moment. Ouais, voilà. Un moment de force. J'avais pas le terme non, mais français, j'ai une croisade contre l'anglicisme. Ouais, mais c'est parce que alors qu'on a des mots. J'ai lu ça et il n'y a pas de littérature beaucoup qui sont faits en ouais. français. Non, mais ça fait marrer les gens quand je leur dis aux anneaux, je leur prescris une traction à l'allemande. Plutôt qu'un muscle up. Et je fais exprès. Je te rassure d'essayer de faire exactement pareil. Je fais exprès. Ok. C'est l'évidence que je suis en train de réfléchir. Ok. Il n'y a pas que des moments de rotation, mais en général, effectivement, ce sont des moments de rotation autour des articulations. Même si les articulations, ils ont quand même un jeu de translation à l'intérieur de l'articulation. Mais en gros, effectivement, c'est une suite de rotations qui s'arrête à un moment donné, etc., qui crée le mouvement. Oui. Donc, qui dit rotation, dit centre de rotation. Et donc, effectivement, c'est pour ça que le déséquilibre mène à la baisse de performance et souvent à la blessure, parce que ça t'enlève si tu perds ton centre de rotation, ça t'enlève des degrés de liberté. De par la proprioception, parce qu'il y a des endroits où tu ne vas pas aller. Ouais. Ton cerveau, il ne va pas te laisser y aller parce qu'il y a danger. Il y a danger. Voilà. Ok. C'est là où, moi, je sais que je me suis formé il y a un peu plus d'1 an en neuro. Et c'est vrai que le travail neuro permet de réactiver certaines. Alors, je dirais réactiver certaines zones, c'est faux, mais lever certaines inhibitions qui te permettent de retrouver des degrés de liberté pendant quelques temps et dire à ton cerveau, non, regarde, tu peux y aller, il n'y a pas de danger. Quel est ton avis perso sur la neuro et la posturologie? Alors, c'est la grosse mode de mettre neuro avant tout. Ouais. On fait quelque chose, la neurocuisine, la neuro. Je suis totalement d'accord. Ok, donc c'est la grosse mode. Bon, c'est bien. C'est bien du moment qu'on n'a pas la pensée magique. D'accord. Donc, il faut étudier la neurologie. Il faut. Mais la matière fondamentale de la neurologie. Ça, il faut le faire. Et donc, est-ce que... oui, je me suis formé il y a plusieurs années, en début des années 2000, à l'école de Carrick, etc. Donc, ça, voilà. C'est des outils que j'utilise. Alors, il y a un petit côté... Alors, il y a un petit côté vendeur au petit truc où on fait un petit changement, on fait un truc bizarre qui n'a rien à voir et paf, on a un changement. Ok. Est-ce que j'ai été coupable de l'utiliser aussi? Oui. On l'a tous fait. Voilà. Est-ce que j'étais coupable de l'utiliser aussi? Oui. Maintenant, il faut avoir du recul là-dessus. Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que ces petits trucs sont des trucs fondamentaux? Bien souvent, on se rend compte que non. Je citerai quelqu'un que j'aime bien, mais bon, je donne un peu de temps en temps, je le chambre un petit peu. Et une fois qu'il vient avec une athlète, il dit attends, regarde ça, il fait les tests. Tu vois, la passe, ça va pas. Tiens, je lui mets les lunettes de cette couleur, ça va pas. Tiens, je lui mets les lunettes roses, regarde ça, paf, là, c'est solide. Je dis ok. Vas-y, enlève tout, refais tes tests. Ouais, tu vois, là, ça va pas. Ok. La fille, je la prends, je dis, viens, on va dehors. Mets-toi au soleil 5 minutes. Vas-y, refais tes tests. Oh, c'est tout bon. Ok. Il n'y avait pas besoin de lunettes, il fallait être au soleil, c'est tout. Okay. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent parce que les fondamentaux sont pas solides. Faut pas se solides. Donc après, dans tout ça, il faut savoir qu'est-ce qui constitue les fondamentaux et les reconnaître. Dans n'importe quel. Parce que les meilleurs, c'est ceux qui sont les meilleurs sur les fondamentaux. Ouais. Donc, je fais un peu des séminaires d'entreprise, etc. Et je leur explique souvent une scène que j'ai vue. J'étais à l'US Open, et sur le terrain d'entraînement, à l'US Open, et puis il y a Serena Williams qui vient sur le terrain d'à côté. Pile d'à côté. Je dis, je vais regarder quand même. Je vais regarder ce qui se passe. Et Serena Williams, elle a passé, alors,
temps, je sais pas, mais au moins une centaine de balles que son sparring partner lui a envoyé juste sur elle. Et elle a passé ses 100 ou 150 balles à avancer dans la balle. La balle, elle était à 1 mètre d'elle, j'avance dans la balle. J'avance dans la balle. J'avance dans la balle. Et ça, c'était super drôle parce que à l'époque, donc c'était, je sais pas, c'était un retour, je sais pas, elle avait pas eu, elle revenait du tournoi. Donc l'US Open avait organisé toute sa communication autour du retour de Serena Williams. Et le spot publicitaire de l'US Open, c'était le père de Serena Williams qui lui disait « avance dans ta balle, avance dans ta balle, avance dans ta balle », qui lui répétait ça tout le temps. Et elle, la petite, à 6 ans, elle avançait dans sa balle. Et elle, à son stade où elle était la meilleure joueuse de tous les temps, elle commençait son entraînement, 100, 150 balles, j'avance dans ma balle. Et moi, je me suis retourné sur les autres cours où je voyais des joueurs qui étaient moins, et je voyais un festival de reculade à la frappe. Ça m'a frappé. C'est des trucs qu'on sait, mais ça a vraiment cimenté. C'est vraiment les meilleurs. Ils ne sont pas meilleurs sur ce qu'on dit en anglais, bells and whistles. Ils ne sont pas meilleurs sur les trucs frivoles. Ce n'est pas le style. Ils sont meilleurs sur les fondamentaux. Et donc la neurologie, c'est pareil. Quels sont les fondamentaux? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est quels sont les fondamentaux et comment on peut les utiliser. Okay. Voilà. Alors je dis pas que ça fait pas du bien de temps en temps utiliser un petit truc, etc. Si, c'est bien. C'est bien de temps en temps, mais attention, il ne faut pas se perdre. Voilà. Ça reste un outil parmi les autres. Ça reste une connaissance. Ouais. Ça reste une connaissance qu'il faut avoir. Et voilà. Donc là, la posturologie, c'est pareil. C'est quelque chose que j'utilise dans mon évaluation initiale. La posturologie, les réflexes archaïques, etc., tout ça, ça fait partie. Au bout d'un moment, tu prends des décisions. Quels sont les leviers? Pourquoi? Comment? Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça gêne pas? Etc. Voilà. Donc après, les spécialistes vont te dire que ça fait tout. Prêche sa paroisse. Oui, mais normal. Après, voilà, sachons, faut garder un peu de sagesse, de recul, et voir que en fait, quand t'en as vu beaucoup, tu vois que ça fait pas tout. Voilà, ça fait pas tout. Pour toi, c'est quoi les fondamentaux que doit maîtriser un athlète au niveau physique, s'il y en a? Donc, mais en fait, ça dépend des disciplines. Non, ça dépend pas des disciplines. Il y a quand même un fondamental de qualité de mouvement. Okay. C'est-à-dire que y a un fondamental de qualité de mouvement. Ça c'est sûr. Il y a une façon. Alors, on veut tous être différents, mais il y a quand même une façon plus efficace de faire certains gestes. Il faut pas. Et encore, c'est pareil. Il faut quand même. Il y a des fondamentaux. Alors, je prends un truc simple. Je prends la course à pied. Donc, on va prendre alors, la course à pied, par exemple. On va voir qu'on a des différences de mouvement qui sont... Plus la distance est longue, plus on a de différences. Plus la distance est courte, moins on a de différences. Pourquoi? Parce que l'efficience est plus importante, plus c'est court. Plus c'est long, on peut se permettre des trucs parce que le côté métabolique, etc., fait que ça passe par-dessus. Ça fait qu'on peut compenser. Mais quand on n'a pas de compensation, donc là, les sprinteurs, ok, à pleine vitesse, ok, ça tombe tout avec le tibia perpendiculaire au sol. Ok, quand c'est en accélération, les tibias, ils ont un angle par rapport au sol, ils font tous la même chose. Ok. Il y en a pas, ils font tous la même chose. Ils ont tous un cycle qui est à peu près le même, etc. C'est des différences de degrés. Okay, ils passent tous, les très bons, le pied libre au-dessus du genou de la jambe d'appui, etc. Il y a des choses comme ça qui sont immuables. Voilà, qui sont chez tout le monde. Ouais. Et en fait, c'est ça les fondamentaux. C'est que regardons tous les meilleurs et regardons ce qu'ils font tous, plutôt que regarder les différences. C'est pas la différence qui compte.
Ce qui compte, si on veut atteindre un niveau correct, c'est ils font tous. Il y a 2-3 trucs que tous font. Et c'est ça les fondamentaux. Ok. Donc il vaut mieux aller chercher dans la discipline qu'est-ce que l'élite fait que mais ce que les l'élite sportifs fait, ne font pas forcément. Ouais, mais ce que l'élite fait, c'est-à-dire que En ce commun. que toute l'élite fait. En commun, ce qu'ils ont en commun. Je parle vraiment en ce commun. qu'ils ont en commun. Et donc aller chercher cette maîtrise-là avant d'aller chercher d'autres choses. Ouais, parce qu'après l'obtention de ça va se faire de façon différente parce que tu n'as pas le même corps, tu n'as pas le même truc. Ça. Ouais, bien sûr. Tu veux dire moi, je viens du milieu du judo. Ouais. Et je fais plusieurs stages au Japon Ouais. d'entraînement. Et tu vois des gamins de 8 ans, position de sumo, qui lèvent une jambe, qui lèvent l'autre. Et moi, c'est vraiment une image qui m'avait choqué. J'étais jeune à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Et j'arrive dans un dojo et je vois une dizaine de gamins en cercle en train de faire ces mouvements-là. Et il y avait des flaques de transpiration. Et c'est pas une blague. Hein. Ouais, ils ont fait ça pendant une demi-heure. Hein. Ah ouais, peut-être même plus que une ça. heure, hein. Ouais. On arrive, on se change et on voit encore ces gamins faire ça. Mais vraiment, ils avaient une dizaine d'années, je te dirais. Ouais. Et on va pour commencer la séance. Tu les vois, hop, vite la serpillière, ils nettoient ça, ils font leur séance. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. On fait la séance, en technique, combat, etc. Et nous, on va dans les vestiaires, on discute sur le bord du tapis, on s'en va avec les locaux. Et d'un coup, ils nous disent, qu'est-ce que vous faites là? Nous, on dit, on va à la douche. Ah, ok, pas de souci. Ils nous disent rien. Et en fait, on voit les gamins se remettre, et on sort de la douche, c'était encore là. Et on se dit, mais attends, c'est un truc de fou, quoi. Et on discutait avec les locaux pendant une demi-heure, ils n'avaient pas bougé, les gamins. Il y en avait un qui donnait le rythme, droite-gauche. Et moi, ça m'avait interpellé. J'avais déjà un peu cette fibre entraînement à l'époque. Et je dis à un des entraîneurs qui était sur ce dojo-là, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Il dit, là, ils apprennent à se déplacer. Et j'avais pas percuté sur le moment, tu vois, mais c'est une image qui m'est restée. Et en fait, oui, ils maîtrisent leur prise d'appui au sol et effectivement, ça les amène à se déplacer. Et quand tu discutes après avec des Japonais qui étaient à plus haut niveau, il te dit, en fait, vous amusez à attraper derrière, à faire ci, à faire ça. Le judo japonais, c'est j'attrape la main ici, j'attrape la main à la manche. Il n'y a rien de plus simple. Et par contre, ils le font à la perfection. Mais ils font des milliers de répétitions par semaine. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ils te disent les fondamentaux. C'est ça. Et quand tu as cette vision occidentale, tu dis, oui, mais regarde, si j'attrape là, je te bloque. Ouais, mais il faut que tu puisses m'attraper là. Et vu que nous, on travaille les fondamentaux, tu n'arriveras pas. Et quand tu te confrontes à ça, tu vois que finalement, oui, tu n'y arrives pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. On en revient à la même chose. Je dis souvent, si c'est pas simple, c'est pas compris. Je suis totalement d'accord. Il faut que ça soit simple. Alors, attention, simple, ça veut pas dire facile. Les gens préfèrent faire le truc compliqué, mais qui n'est pas difficile, plutôt que faire le truc simple, mais qui est difficile. Ouais. Je suis complètement d'accord. C'est la preuve de l'expertise, je trouve. C'est quand tu regardes, tu dis, ça a l'air super simple à faire. Ouais, c'est ça. Ouais, essaye. non, mais c'est ça, de toute façon. Ouais. Les gens qui regardent on va prendre, par exemple, qui regardent l'athlétisme et qui ne sont pas férus d'athlétisme, ils reconnaissent tout de suite quelqu'un qui est bon, qui est meilleur que les autres. Parce que c'est pur, c'est simple, ça se fait tout seul. Ils reconnaissent tout de suite le geste. Il n'y a pas besoin de... Tout est fluide. Ouais, c'est ça, c'est simple. On arrive à la fin de l'entretien. J'ai quelques questions habituelles. C'est quel livre, est-ce que tu as des livres ou des sources d'informations à conseiller aux gens qui regardent? Qui regardent d'abord? C'est des entraîneurs, éducateurs sportifs de tout niveau, toute profession. Ouais. Alors, moi, il y a un bouquin que je dis à tout le monde, parce que bien souvent, les gens ils commencent, ils me disent, qu'est-ce qu'il faut que je lise? Alors, le premier livre à lire, pour moi, et j'ai eu beaucoup de chance de le lire tout de suite. Alors, malheureusement, je crois qu'il n'est pas en français. Mais c'est un livre qui a été écrit par Robert Enoka, qui s'appelle, alors si je traduis en français, ça va être les fondamentaux neuromusculaires de la kinésiologie. Okay. Donc du mouvement, en fait. Si je le traduis en français. Pourquoi? Parce que, bien souvent, on vient à l'entraînement, on prend les méthodes, on va se prendre la tête, il faut faire 5x5 ou 4x7 ou machin à quelle époque. Ok, et puis maintenant, tout est pour le gramme, okay, tout pour Instagram, donc c'est à qui fait les exercices les plus différents pour pouvoir les mettre sur le truc, c'est à qui, etc. Ok. Bon, pour vendre la sauce. Et donc, il y a beaucoup d'informations. Ce bouquin-là, ça reprend les fondamentaux de
ça applique la physique au mouvement, ça applique, etc., les maths. Et on reprend ça, on lit ça, et ça permet au moins d'avoir un savoir de base qui va permettre de déterminer si on se fout de nous ou pas, a priori. C'est-à-dire qu'on va regarder ça et dire « Ah, il y a peut-être un intérêt » ou « Non, mais là, laisse tomber. » Ok, voilà. Ça va au moins donner une base de savoir sans laquelle on n'est pas à même de juger l'information qu'on nous donne. Ce qui, à notre époque, il fut un temps où on croyait que c'était le manque d'information qui était la cause de la stupidité, mais on se rend compte que c'est pas ça. C'est clair. Est-ce qu'il y a une formation aussi que tu conseillerais à faire? Après, ça dépend. De toute façon, pour un jeune prépa physique? Ouais. De toute façon, en France, il faut un diplôme, donc voilà, il faut faire quelque chose. J'ai tendance à dire que l'universitaire, c'est bien. Peut-être une formation universitaire. Et après, ça dépend de son contexte, quoi. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend ce qu'on veut faire. Il faut apprendre les bases, de son sport. Est-ce que une formation... Alors après, qu'est-ce que j'ai fait comme formation? Oui, moi j'en ai fait. Donc en France, j'ai fait la formation de posturologie. Mais c'est pareil, faire la posturologie, si on ne s'est pas entraîné, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme formation? C'est pareil, là tu as cité, tu dis tu te formes à la neuro, ça. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire la neuro déjà? Voilà. Est-ce que tu parles de la truc de base? Parce que tu peux te former en neuro à l'université, voilà. Ou est-ce que tu parles d'avoir des outils, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais déjà, une formation universitaire. Et puis après, dépendamment des problèmes qu'on a, quoi. Voilà. Donc après, sur des thèmes, effectivement, si tu me dis, je veux en savoir plus sur les réflexes archaïques, je te dirais, oui, va voir un tel, etc., avec lequel j'ai fait. On va voir l'IMP, par exemple, parce que c'était bien, etc., etc. Ok. Voilà, en fait, ça dépend, quoi. Et donc, dernière question que je vais scinder en deux. Quel conseil tu donnerais à un préparateur physique, jeune ou déjà bien en activité? Faut savoir déjà... Il faut déjà te mettre en tête la première chose, que tu es là pour aider. Ça, c'est le truc. Tu es là pour aider. Et que plus tu aides, mieux ça ira pour toi. Ça, c'est la première chose. Après, si tu fais la préparation physique, eh bien, tu es là pour aider la discipline, aider le sport. Ça, c'est la première chose que je dirais. Et ensuite, lis le bouquin dont je viens de parler, parce que ça te donnera un esprit critique, qui te donnera des bases. Et ensuite, forme-toi sur les fondamentaux, les bases. Donc voilà. Forme-toi sur les fondamentaux. Et même question, mais à destination d'un entraîneur spécifique. Un entraîneur de club, par exemple, de fédé. C'est pareil. C'est la même chose, en fait. Un entraîneur, t'es là pour aider ton équipe. Donc chacun a un rôle, etc. Si c'est une équipe, ou alors après si c'est pas une équipe, si c'est un athlète, tu es en position de service. Ça c'est le truc qu'il faut avoir. Donc ça veut dire, attention, ça veut pas dire être subservient. Ça veut dire tu es en position de service du but. Tu comprends? Donc faut être d'accord sur le but, etc. etc. Qu'est-ce que je peux donner comme truc? De toute façon, il y a un parcours naturel qui se fait. Quand tu commences jeune, tu es beaucoup sur le côté technique. Petit à petit, après, tu vas plus sur le côté pédagogique. Ok. Voilà. Moi,
je me suis rendu compte que les problèmes qui me restaient souvent sont plus des problèmes pédagogiques que techniques. Voilà, c'est ça. Et presque philosophique même, non? Ouais, bah après, c'est du relationnel, quoi. Donc, la pédagogie, là, c'est vaste, tu vois. Ouais. Donc, après, les challenges que tu as sont souvent ça, Ok. à la fin. Très souvent, quand il y a un problème, les gens ils disent ah, j'ai ça, je commence à avoir une petite douleur là. Je fais oui, mais attends, ça, normalement, c'est couvert par le programme. Allez, viens, on reprend le programme. Bah oui, tu vois, effectivement, ça, tu le faisais pas bien. Vas-y, on le fait bien. Ah, tu vois, ça va mieux. Et donc là, le problème n'était pas technique, le problème était un problème d'exécution, donc un problème pédagogique. Ok. Tu vois, et voilà, ça, je le rencontre tout le temps. C'est Ok. des choses que je rencontre tout le temps et qui sont à la fin les défis qui te restent une fois que tu as arrivé à avoir un système dans lequel tu navigues bien et avec lequel tu arrives à avoir des résultats, quoi. Ok, génial. Je te laisse le mot de la fin. Je sais pas. Ça, je sais pas. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Non, ouais, effectivement, je sais pas. Peut-être le truc qu'il y a, pourquoi je dis je sais pas, c'est parce qu'en fait, il faut, si t'as pas une soif d'apprendre tout le temps, tu vas t'emmerder très vite. Tu vas très vite t'emmerder dans ce métier-là. Donc, si tu as une soif d'apprendre, on va t'apporter des challenges et de nouveaux défis tout le temps et tu t'auras pas du mal à te lever le matin. Voilà. C'est le plus important. Ça dépend pour qui, hein, mais... Ouais. Pour nous. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr que voilà, si tu fais ce genre de métier-là, c'est sûr que tu es plus après ce genre de choses qu'après l'argent pur. Voilà. Si tu veux vraiment faire que de l'argent, tu vas vendre des produits financiers. Voilà. Ça, ton but, ça ira beaucoup plus vite, ça sera mieux. Ouais, je suis complètement d'accord. Ok. Et Jérôme, merci beaucoup. Mais de rien, ça fait plaisir. Nous revoici en fin d'émission. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker et t'abonner et à rejoindre surtout le Club des entraîneurs. C'est une plateforme supplémentaire où tu vas trouver beaucoup de contenu créé par des experts qui sont passés dans l'émission ou pas encore. On se retrouve très vite la semaine prochaine avec Romain Cachavenda. Salut!